Bonjour à tous et merci de nous rejoindre pour suivre avec nous cette nouvelle édition dont elles sont les faits marquants de l'actualité de ce 15 ans. Projet donc zéro bidonville, mise sur les rails donc. En Irak, l'armée annonce avoir repris le centre-ville d'El Hadouya aux djihadistes du groupe État islamique. Bonjour à tous et nous entamons ce journal par cet atelier de validation du projet nommé Zéro bidonville. Ce projet audacieux va intégrer de rétorsion de l'habitat précaire et permettra d'en finir avec les bidonvilles dans la capitale en améliorant durablement les conditions de vie urbaine et de répondre de manière appropriée aux besoins de logements décents pour les Djiboutiens. Ce projet va vulgariser ce qui est informel, mis en exécution, ce qui fera donc concrètement le réaménagement des anciens quartiers périphériques et des sites impropres à l'habitat seront libérés, des zones d'extension aménagées, des logements neufs vont être construits conformément aux nouvelles exigences de performance. Ce projet traduit notamment une volonté politique affirmée par le chef de l'État, Ismaël Omar Guelleh, qui a fait l'un de ses projets phares de son gouvernement. L'exécution de ce projet implique une synergie au sein des différents départements ministériels impliqués pour accélérer ce travail qui donc demande une dimension sociale mais aussi des retombées économiques comme la création d'emplois. La secrétaire d'État au logement et le fer de lance de cette action gouvernementale en matière d'habitat. Ont participé notamment donc à cette réunion le ministère de l'Habitat, la Madame Amina Abdi Adan, ministre déléguée chargée de la décentralisation, Ahmadou Mohamed Arami, c'est la secrétaire d'État aux affaires sociales. Et dans son intervention, le ministre des Finances, M. Ilyas Moussa Dawalé, à lors d'une interview, donc souligné la primeur de cet atelier. Il a dit qu'il a été question donc aujourd'hui lors de cette table ronde de questions qui est chère donc au monde, qui concerne donc le logement, précisément la question des zéro bidonville à Djibouti. Nous l'écoutons. aqlada dhisistooda un maahine wax micno ka weyn ayaan u baahanahay xilligan leenahay buuryararka waa nolol tani dhaamta sidii aan dadkeena hadii ay jeega bulduq aad ka bilowdo arxibo dhabarkayga aad ku darto amba kaartiyaashii hore Dans le reste de l'actualité, la directrice régionale de l'USAID, Madame Reid, est reçue par le ministre de la Santé, Dr Jama Ilmi Okiye. Dans son cabinet, la directrice régionale donc était accompagnée d'une délégation conduite par le chargé d'affaires de l'ambassade des États-Unis à Djibouti, M. Alexandre Hamilton. Le secrétaire général du ministère de la Santé, Dr Ahmed Roblé, l'inspecteur général Salah Banoïta ont également pris part à cette rencontre. À noter également la présence du directeur de l'UGP, M. Adan Hussein Elmi, la directrice de planification. Au cours de leur discussion, le ministre de la Santé et la directrice régionale de l'USAID ont évoqué les points saillants de l'agenda de travail, des programmes qui seront mis en œuvre par l'agence américaine pour le compte de l'année 2018. Ainsi, c'est dans le souci d'améliorer la coordination et d'en assurer une meilleure exécution, les deux parties se sont convenues de mettre en place une équipe technique mixte qui sera chargée de suivre et d'évaluer les activités inscrites dans le plan de travail 2018. Dans le cadre de ce plan donc de travail qui contribuera considérablement aux efforts du ministère de la Santé en apportant son soutien financier, technique et logistique dans ce domaine-ci. Ainsi, la construction de 3 postes de santé pour augmenter l'offre des soins dans les régions, la lutte contre le VIH-Sida et enfin la participation au financement d'une enquête nationale sur la santé des ménages qui est planifiée pour l'année 2018. Également dans l'actualité, le ministre des Affaires musulmanes de la Culture, M. Moumin Hassan Barre, a reçu en audience ce matin l'ambassadeur du Royaume d'Arabie Saoudite accrédité à Djibouti, M. Abdelaziz Ben Abdallah Daoud. Cette visite a été l'occasion de passer en revue les bonnes relations de coopération entre le ministère des Affaires musulmanes de la Culture et les différentes institutions au Royaume d'Arabie Saoudite dans le cadre donc, que l'ambassadeur a annoncé le lancement
prochain de 2 grands projets à Djibouti et à Tadjoura. Le premier concerne la construction de la grande mosquée Salman qui sera agrandie et dotée de nouvelles structures adaptées au rayonnement de la culture arabo-islamique dans notre pays. La mosquée comprendra une autre salle de conférence, une bibliothèque et un centre coranique. Quant au centre de Tadjoura, il sera complètement rénové et construit, donc il regroupera une mosquée, une école de service. Le ministre a tenu à remercier l'ambassadeur saoudien de cette bonne nouvelle, donc, et la signature prochaine d'un accord entre le ministère des Affaires musulmanes et le représentant de la partie saoudienne. Et en sport, les formations dispensées aux encadreurs de la jeunesse et au sport sur la détection des jeunes talents à la professionnalisation du sport se sont clôturées hier au Stade Goulet. Une cérémonie de clôture a été organisée pour la circonstance. Ces ateliers de formation ont conjointement été organisés par le secrétariat d'État à la jeunesse et au sport et la secrétariat de la conférence des ministres de la jeunesse et au sport des pays de la francophone ou CONFEJES. C'est donc avec enthousiasme et une allégresse générale qu'organisateurs de ces ateliers de formation se sont séparés. Divers thématiques portant sur un modèle de détection des talents et des différents principes de l'entraînement ont été abordés. Le sport, comme il est généralement admis, un vecteur de rapprochement, de participation et de respect dans l'esprit de fair play. La cérémonie s'est déroulée donc et clôturée par la remise d'attestations. Elle met un point d'honneur à veiller à ce que ces jeunes, parce qu'ils sont pour la plupart peu ou pas scolarisés, ne bénéficient pas que de la formation ou pas que de la formation et du chèque, mais bénéficient le plus possible d'un accompagnement pour ne pas risquer, comme c'est le cas partout, comme c'est le cas à Djibouti, en Belgique, en France, partout, pour ne pas risquer que le rêve ne se fracasse sur les réalités de l'entrepreneuriat. Dans tous les pays du monde, on sait que 25 à 30, voire plus % d'échecs pour une jeune entreprise, c'est monnaie courante. La CONFEJES ne peut pas se satisfaire de ça. Et c'est pour ça que la CONFEJES à imaginer ce processus de suivi. Et des jeunes venant du Bénin, du Burundi, des îles Comores, du Congo-Brazzaville, du Cameroun, des îles Maurice, de Madagascar, des Seychelles, de la Wallonie belge ont pris part à cette rencontre, suivant donc à présent quelques réactions de ces participants. Je suis Mabika et du Congo-Brazzaville, coordonnateur du programme de l'entrepreneuriat juvénile. Alors ici à Djibouti, c'était pour moi un plaisir d'avoir participé à ce séminaire et j'ai fait remarque aussi d'un bel accueil qui a été organisé par nos collègues djiboutiens avec toutes les conditions réunies pour la réussite de ce séminaire qui nous a beaucoup appris sur l'amélioration du mécanisme de suivi des projets des jeunes qui sont financés dans le cadre du PPJ, mais également j'ai beaucoup appris en ce qui concerne la gestion, la création d'entreprises avec les notions sur l'élaboration du business plan. En général, je reste disponible pour continuer à partager des échanges avec nos collègues djiboutiens qui ont reçu la formation comme nous, afin qu'ensemble nous puissions créer un changement, parce que le changement, c'est la jeunesse, et la jeunesse, c'est le présent et le futur de nos États. Merci l'autorité djiboutienne pour tous les dispositifs qui ont été mis à notre place, l'accueil, les encadreurs, les amis djiboutiens qui ont suivi la formation étaient vraiment sympas. Tout s'est très bien passé. On n'a même pas, on se dit que 6 jours est passé si vite parce que tout a été très bien mis en place. La mise en place est excellente. La nourriture, la chaleur humaine, tout le monde, bon bref, tous les ingrédients étaient là, étaient réunis pour qu'on ait un séminaire de très bon niveau. Et j'espère que tout ce qu'on a pu apprendre dans le séminaire, on pourra mettre en œuvre dans nos pays respectifs.
Et avant de poursuivre, nous revenons sur le premier sujet traité donc en début de journal, le projet Zéro Bidonville. Avec nous pour cette chronique de 15h, Choukri Ali nous a rejoint. Bonjour Choukri. Bonjour Fredous. Donc le ministère des Finances et le ministère de l'Habitat donc ont organisé ce matin un atelier de validation sur ce projet cher donc au chef de l'État qui est Zéro Bidonville. Bonjour à tous, effectivement Fardous. Djibouti pourrait voir dans quelques années, voire quelques mois, voire quelques années, la disparition de tous les bidonvilles construits en périphérie de la capitale, c'est-à-dire vers Balbala, mais aussi avant d'arriver dans la région d'Arta. Cette initiative vient d'être soutenue financièrement par la Banque mondiale. Donc, elle va se concrétiser réellement par la disparition des maisons en planches et en tôle de zinc par des véritables maisons décentes et habitables. Cela s'accompagne Fardous également par l'aménagement de tous les services annexes de voirie, qu'il s'agisse de l'assainissement, de l'alimentation en eau, de l'arrivée de connexions électriques ou encore des routes. Écoles de proximité, dispensaires, voire maisons doivent être également construits. Le défi est donc grand, de taille, mais réalisable, grâce à une volonté politique. D'autant plus que le chef de l'État a promis un logement décent pour tous. Rappelez-vous qu'en fin juillet 2016, Amina Abdi Aden, secrétaire d'État chargé du logement, et Mohamed Nabil Ben Abdallah, ministre marocain de l'Habitat et de la politique de la ville, ont signé un protocole d'entente portant sur l'échange d'expertise et le partage de bonnes pratiques en matière de lutte contre l'habitat insalubre et développement de logements social. Le protocole d'entente prévoit donc, Fardous, la création de partenariats bilatéraux entre les entreprises de construction, d'ingénierie et de promotion immobilière d'une part, et l'association professionnelle bien sûr d'autre part. Conformément donc à l'entente, le Maroc apportera donc une assistance technique au gouvernement de Djibouti afin qu'il puisse mener à bien son initiative appelée Djibouti Zéro Bidonville, qui vise donc à mettre la fin à l'habitat précaire dans ce pays de la Corne de l'Afrique. Ce programme Fardous Foralplay, qui est à l'étude depuis 2013, devrait coûter quelques 4,1 milliards de francs de Djibouti, soit 23 millions de dollars, et s'étendre de 2015 à 2019. Donc 2015, on est déjà 2 ans de cela, mais nous y arriverons dans les 3 prochaines années. Djibouti donc souhaite s'inspirer, Fardous, du succès remporté par le projet Ville sans bidonville, qui a permis en 2014 au Maroc de supprimer les bidonvilles dans 55 villes sur 85. Dans le cadre de cette initiative, 82% des foyers marocains qui vivaient dans ces bidonvilles ont été relogés dans des habitations adéquates, selon les chiffres avancés par le gouvernement marocain. Merci Choukri Ali pour ces précisions. Dans le reste de l'actualité, la délégation féminine accompagnant le président du comité exécutif de la région Harar, qui séjourne actuellement à Djibouti, a effectué ce matin une visite au siège de l'UNFD. Madame Hanan Duri Abdelkader, épouse du président de la région, était accompagnée lors de cette visite par l'épouse du président de l'Assemblée nationale. La délégation a été accueillie à son arrivée sur place par la secrétaire générale de l'UNFD, Fatma Moussa, entourée des représentantes de la junte féminine du Parlement. Madame Hanan Duri Abdelkader a pu visiter les différents ateliers d'apprentissage de l'UNFD, et qu'il s'agisse des ateliers de couture, de broderie ou de salles d'acquisition du savoir. L'UNFD joue ainsi un rôle crucial dans l'émancipation de la femme. C'est l'heure de retrouver l'appel de la prière à l'Asr. On se retrouve tout de suite après pour la cérémonie de signature du projet test de forage de développement de géothermie. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ashhadu an la ilaha illa Allah. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن
محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد. C'était l'appel de la prière à l'Asr et nous enchaînons avec cette cérémonie de signature sur le projet du test du forage pour le développement de la géothermie en République de Djibouti. C'est en ce sens qu'au ministère des Affaires étrangères de la coopération internationale a lieu ce matin la cérémonie de signature de ce projet. Donc l'accord a été signé entre la JICA, l'Agence japonaise de coopération internationale, et l'ODEC, l'Office djiboutien de développement de l'énergie géothermique. L'ont signé donc M. Tatsuare, l'ambassadeur du Japon à Djibouti, et M. Mohamed Sikiye Kayat, conseiller du président de l'économie et des finances. Et on prépare également à la signature M. Yassine Hussein, directeur des relations bilatérales, le ministère des Affaires étrangères de la coopération internationale. Le financement du dit projet, dont le montant est important en tant que coopération technique, sera assuré par le gouvernement japonais en vue donc de contribuer davantage à la sécurité géothermique à Djibouti. Signature du projet de test de forage pour le développement de la géothermie en République de Djibouti. C'est un grand projet dont le montant estimé est inédit en tant que coopération technique japonaise. Le gouvernement japonais s'est décidé de mettre en avance ce projet pour mieux répondre à l'attente du gouvernement djiboutien et ses concitoyens. La sécurité énergétique est actuellement l'un des plus grands enjeux pour ce pays et son Excellence M. Ismaël Omar Guelleh, président de la République, réitère l'importance du développement géothermique. Djibouti connaît actuellement une croissance très forte et rapide. Sa demande d'énergie augmente chaque année au taux d'environ 5%. Peu parer cette situation, Djibouti a lancé un plan ambitieux de vision 2035 qui a pour objet de se tourner vers l'énergie à 100% renouvelable. Il vise à mettre en valeur ces riches ressources géothermiques qui sont restées jusqu'à présent inexploitées.
Le conseiller du président Mohamed Siki Kayad et le directeur de relations bilatérales ont indiqué dans leurs interventions respectives que Djibouti dispose de vrais potentiels pour l'utilisation des ressources géothermiques. Ils ont remercié par la même occasion le gouvernement du Japon pour cet appui technique et financier. Nous les écoutons. Aujourd'hui, c'était une occasion de conclure la signature de procès-verbal de discussion sur le projet de test forage de géothermie et à Hande Garaba ici, à Djibouti. Quand même, test forage, ce serait quelques techniques simples, mais quand même nous allons essayer de creuser jusqu'aux 2000 mètres de surface de terrain. Donc après avoir terminé l'étude de surface, on n'est encore pas sûr. Peut-être le pourcentage de la réussite sera, disons, 40% ou bien 50% ou bien 60%. Mais quand même, JICA, autant qu'exécuteur de APD et du gouvernement du Japon, a déjà pris une décision que nous allons prendre le risque. Quand même, c'est un projet très important pour le gouvernement de Djibouti. Est tenu d'un atelier sur la gestion des eaux de surface. Un atelier sur la gestion des eaux de surface a été lancé ce matin au Sheraton Hotel de Djibouti. Cet atelier est conjointement organisé par le ministère de l'Agriculture et le Fonds international pour le développement agricole, ou FIDA. Et c'est la FIDA qui finance ce projet. Il intervient après la finalisation du précédent projet dit Prodermo, qui a également touché des personnes vivant dans des zones rurales des régions de l'intérieur. Le nouveau programme intitulé Progrès comprend des principales composantes. En premier lieu, l'amélioration à l'accès à l'eau, la création d'un point de captage des eaux de surface ainsi que la protection de l'environnement. Les projets de faire une présentation, mais je voudrais dire que ce projet en termes d'objectifs, aussi bien quantitatifs que qualitatifs, donc envisage de doubler les résultats atteints par le projet Promesse. C'est donc une bonne nouvelle pour les communautés bénéficiaires. Je vous remercie de votre attention. Et sans tarder, donc, je vais appeler à la tribune Monsieur le chargé du programme de FIDA, Monsieur Naoufel Telahig. Le représentant du ministre de l'Agriculture, M. Ahmed Ali Mohamed, a remercié les participants d'avoir assisté au lancement de ce projet qui sera bénéfique pour les populations des régions de l'intérieur, mais également à la biosphère. Il n'a pas manqué de remercier la FIDA pour son appui technique et financier. Aujourd'hui, a une envergure bien plus importante que les projets précédents. En effet, il s'étale sur 13 sites et concerne près de 12 000 ménages, soit quasiment le double par rapport aux promesses GDT. C'est donc un projet bien plus ambitieux que nous lançons aujourd'hui. Mais ce projet est ambitieux aussi et surtout par son contenu, car il va combiner étroitement, plus que les projets précédents, les activités de la mobilisation des eaux de surface et de gestion durable des terres avec les actions d'amélioration des revenus et des services en milieu rural. Comme vous le savez, la problématique de la résilience des ménages en milieu rural est transversale. En effet, ces hommes et femmes vivent dans un écosystème appauvri et fragilisé de toutes parts par les aléas climatiques. Écosystème appauvri et fragilisé auquel s'ajoute l'impact du réchauffement climatique, mais aussi par l'exode rural auquel s'ajoute le manque de perspectives économiques sur place. Les deux principales composantes de ce projet, à savoir l'aménagement hydraulique et environnemental, ainsi que l'amélioration des revenus et des services, constituent donc une riposte globale capable de redynamiser les tissus économiques des communautés bénéficiaires. Et après la clôture de la cérémonie de présentation qui a vu donc concerner des milliers de personnes vivant dans des zones rurales du pays, nous avons recueilli les réactions des représentants des potentiels bénéficiaires ainsi que des cadres du ministère de l'Agriculture que je vous propose de suivre. Progress, donc c'est un programme qui vient s'installer pour poursuivre les efforts d'un projet qui était là déjà, Promesse, GDT du FIDA. Donc Progress, c'est le programme de gestion des eaux et des sols. Son objectif, c'est vraiment d'améliorer les conditions de vie des populations rurales, notamment les pasteurs dans les zones d'intervention. Donc sur 13 parcours,
Adakhil Arta et Tajora. Donc il va toucher à peu près 64 000 personnes, équivalent de 11 000 ménages. Et le groupe ciblé va représenter à peu près 68% de la population de la zone. Donc il intervient à travers deux composantes techniques principalement. La première, ça va être sur la gestion de l'eau, les ressources naturelles en général, et qui va donc améliorer les capacités de gestion de la population donc, de ces ressources, et avec des interventions physiques en appui, donc tout ce qui est citernes, ouvrages, pistes, etc. Et de là, nous passons à l'actualité à travers le monde. En Irak, l'armée a annoncé avoir repris le centre de la ville d'Al-Hawdia à l'organisation État islamique. Pour nous en parler plus en détail, nous avons sur ce plateau Samatar Saïd. Bonjour Samatar. Bonjour Ferdous, bonjour à vous. Qu'en-est-il donc de la reprise de cette ville d'Al-Hawdia au groupe État islamique dans la ville en Irak? Effectivement, Ferdous, les unités de l'armée, de la police ainsi que les forces militaires, paramilitaires aussi du Hajj al-Shabi'i, engagés dans la bataille pour la reconquête d'Hawdia, ont libéré le centre-ville dans un ensemble et poursuivent leur progression, affirme dans un communiqué le général Amir Yarallah, qui dirige les opérations. Cette avancée dans la bataille pour Hawdia, lancée le 21 septembre dernier, intervient alors que les forces irakiennes poursuivent les combats sur un autre front, celui du désert occidental frontalier de la Syrie. Dans cette zone de langue de la frontière poreuse avec les pays déchirés depuis 6 ans, que la guerre civile, les djihadistes ne tiennent que plus que de 2 localités, Rawa et El-Qaïm, frontière de la province de Der al-Zor en Syrie. Le 19 septembre, les forces irakiennes ont lancé une offensive pour le reconquérir. Hawdia, située à 230 km au nord de Bagdad, est une ville sunnite de plus de 110 000 habitants et surnommée le Kandahar d'Irak, du fait de la présence des combattants extrémistes et en référence au bastion des talibans. Et donc à Porto Rico, Samatar, l'île dévastée par l'ouragan Maria, la vie donc reprend peu à peu son cours, mais peu après sa visite, Donald Trump a demandé une aide massive pour cette île, notamment Porto Rico. Oui, effectivement, il a envisagé des demandes au Congrès, des déblocages plutôt à quelques 29 milliards de dollars, dont 12,7 milliards au titre de l'aide d'urgence de 16 milliards pour effacer une partie de cette dette, ont indiqué mercredi des responsables américains. Le président avait envisagé la possibilité d'effacer une partie de la dette de Porto Rico 2 semaines après le passage de Maria. M. Trump s'est rendu mardi dans ce territoire américain pour y rencontrer des sinistrés de l'ouragan Maria et qui fait au moins 34 morts sur l'île, alors qu'une partie de la population a le sentiment de pouvoir réexécuter sa lourde dette estimée à 113 milliards de dollars. Ancienne colonie espagnole, Porto Rico, Ferdous avait demandé ce que les îlots est devenu territoire américain à la fin du 19e siècle, avant d'acquérir un statut spécial d'État libre associé dans les années 1950. 2 semaines après le passage dévastateur de l'ouragan Maria et de catégorie 4, Porto Rico pense toujours ses plaies. Seuls 7% de l'île disposent d'électricité, plus de 9000 personnes vivent dans des refuges et seuls 40% des moyens de communication ont été rétablis, selon l'Agence fédérale des situations d'urgence. Une grande partie des habitants ne disposent en outre toujours pas d'eau potable ni de carburant. Merci Samatar pour ces précisions, merci à la régie, merci également à vous de nous avoir suivis. Excellent après-midi à toutes et à tous.